augmenter votre... Son micro. Non, c'est mieux son micro. C'est mieux, c'est mieux. Mais il faut... Que la salle... bon. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Adel, s'il vous plaît, petite précision, Njim. N-J-I-M. Une famille proche-orientale qui a émigré en Afrique du Nord au 9e siècle avant Jésus-Christ. Les Nassamos. Une grande tribu actuellement en Libye qui a essaimé en Afrique du Nord. Alors là, parenthèse fermée. Bon. Merci Monsieur le Président. Tout à l'heure j'étais là, mais je pensais donc ravi d'être parmi vous. Donc tout à l'heure, je me suis présenté dans la salle parce que j'ai intervenu pendant 2 minutes. Je suis spécialiste du monde phénico-punique. J'enseigne l'histoire ancienne et l'archéologie au département d'histoire de la faculté des lettres de Sfax. Et bien sûr, je m'occupe et de l'histoire et de l'archéologie, et bien sûr de la façon dont on peut les valoriser. Donc, patrimoine en péril, je ne préfère pas ce terme, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le patrimoine dont on dispose en Tunisie? Bien sûr, de mon point de vue, l'héritage phénico-punique. Donc, j'ai voulu travailler sur Madia. Donc, Madia se situe au Sahel. Vous avez ici le Sahel et les voies antiques. Madia s'appelait, voilà, Goumi. En arabe, Jem. Comment, pourquoi, ça c'est une autre histoire. Bon. Elle appartient au Sahel sud. Le Sahel, il est presque, on peut le diviser en 3 grandes parties. Sahel sud. Donc ici, un dernier travail qui a été fait par un collègue sur le patrimoine, le bilan de ce Sahel. Et vous avez ici Goumi. Pourquoi avec un point d'interrogation? Parce qu'on a plusieurs Goumi. Dans celle-là, bon, éventuellement, ça aussi, ça ne finit pas de... Bon. Donc, vous avez ici une vue aérienne de Madia. Petite précision, mais très importante, qui mérite elle-même une conférence en soi. Madia, on la cite comme une presqu'île, alors que c'est une île. Madia, c'est une île, et peu de gens savent. Elle a fonctionné comme une île. Et ça, c'est très important. Personnellement, j'ai préparé un petit texte sur cette question. Madia, île ou presqu'île. Et c'est très important pour l'histoire de la vie. Aussi bien durant l'Antiquité que le Moyen-Âge, etc. Bon, bref. Donc, on va dire, allez, la presqu'île de Madia, le port type coton, C-O-T-H-O-N, coton, c'est-à-dire creusé dans le roc, un modèle rare, très important, est-il punique, est-il fatimide, là aussi des questions, bref. En bord de mer, tout au long du bord de mer, et surtout dans cette zone-là, qui n'est pas encore urbanisée, des traces de tombes. Bon. Donc, mais les tombes n'existent pas uniquement dans cet endroit. Ici, dans la presqu'île, et dans un endroit qu'on appelle le Jbal, la montagne. Très important. Pourquoi? C'est une plage fossilisée qui remonte aux Tyrrhéniens. Patrimoine universel, méditerranéen universel, en danger. Au Liban, tous les pays limitrophes de la Méditerranée connaissent cette phase tyrrhénienne, la fossilisation des plages, qui a fait un cordon, justement, rocheux. Ce cordon rocheux a fonctionné comme temple durant l'Antiquité et comme carrière. D'où la problématique de mon travail. Bien sûr,
les carrières détruisent le patrimoine archéologique. Les carrières n'ont pas d'état d'âme là-dessus. C'est des gens qui doivent fournir de la pierre, qui doivent travailler. Et la conséquence, ce que je vais vous montrer, est qu'on va essayer de méditer là-dessus, puisque nous, on est en train de parler justement de patrimoine en péril. Comment on pourrait le sauver? Et vous allez vous rendre compte que c'est sauvable. Il suffirait juste de se creuser un peu la cervelle, mais c'est pas... On verra. Bon, bref. Donc, je vous montre cette image. Là, vous avez, si vous avez remarqué, vous avez carrière, la nuance de la carte entre les habitations et les zones agricoles. Et là, vous avez le trait de la plage tyrrhénienne fossile où il y a aussi des tombes, comme j'ai dit tout à l'heure, les tombes existent dans la presqu'île et dans ce Jbal. Jbal Hiboun, Jbal Rajish, Jbal Zahra, c'est des toponymes eux-mêmes. Chaque toponyme mérite un article. On ne sait pas encore ce que c'est Rajish. On ne sait pas encore ce que c'est Zahra. Hiboun, Hippo, c'est un nom grec. Pourquoi un nom grec? Bon. Et là, j'essaie d'aller vite, parce que vous savez, bon. Mais pour les scientifiques, ça pose un gros problème. Bref. Donc, mais, il y a mais majuscule, ce que j'ai découvert, et c'est ça le mérite de ma recherche sur Mahdia, je me suis rendu compte qu'à Mahdia, il n'y avait pas que des tombes puniques, il y avait des tombes libyques de type Hawanat. Là, vous remarquerez, ça ressemble un peu au Liban, si vous vous rendez compte, enfin pour les gens qui ont plage rocheuse. Il y a un café là qui s'est installé au-dessus des tombes, bien sûr, mais si vous remarquerez là, c'est des hawanettes qui se sont effondrés parce que la mer de Mahdia, c'est une mer ouverte, très agitée, et bien sûr, la destruction, elle s'est faite depuis et elle se fait encore. Donc, c'est pour dire que déjà l'installation, enfin les tombes puniques, se sont installées sur un patrimoine libyque que moi je suis le seul à avoir mis en valeur avec un dernier article. Bien sûr, contestation, etc. Mais ça fait partie du jeu. Un scientifique, quand il vient, il dit une chose qui n'a pas été dit avant lui. Bon, il doit assumer. Bon, l'article est publié. Pour ceux qui s'intéressent à cette question, je peux leur fournir le... Donc, peuplement libyque à Mahdia. Bon, bref, je passe. Là, sur la colline de Rajish, comment les tombes se présentent? Des chambres creusées dans le sol, enfin dans le sol, et quand on passe, on voit la colline avec les petites alvéoles comme ça. On en voit ça en Sardaigne, au Liban, par tous les pays méditerranéens, Malte aussi, c'est presque le même paysage. Quand même, voilà. Bon, donc, une crevasse, si j'allais dire, ça s'appelle un dromos, c'est-à-dire la partie qui est devant la tombe, avec un escalier, et on trouve la chambre funéraire. Tout à l'heure, je vais vous montrer, voilà, une coupe. En fait, c'est une chambre souterraine. D'ailleurs, en Europe, hypogéos, enfin, sous la terre. Donc, un des plans des tombes, les dimensions, vous avez là 50 cm, donc l'échelle 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres, avec des modules. Enfin, là aussi, c'est une grande question. Bon, c'est pas notre. Bref, ces tombes-là, du fait qu'elles existent déjà dans un lieu où la pierre, l'importance de la pierre de Mahdia, on en a construit l'amphithéâtre d'El-Jem et on en a construit Carthage avec. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est une pierre très demandée parce que pas très dure, pas très tendre, facile à couper, etc. En abondance au niveau de la quantité. Et donc, ce qui fait que sa disparition était rapide elle aussi. Bon. Donc, bon.
très important. C'est les nécropoles puniques de Mahdia ont été étudiées à partir de l'année 1884-85. Dès que les Français se sont installés ici, des archéologues parcouraient la Tunisie et on a eu des rapports. Melan, Anziani, etc. Je passe, ça aussi c'est... Bon. On n'a pas encore fait d'hommage décent à cette myriade d'archéologues français. Je dirais même pas uniquement français, il y avait des Suisses, il y avait des... Bref, à cette myriade d'archéologues européens qui parcouraient la Tunisie. Clémentine Gutran a fait un livre qui vient de sortir, c'est sa thèse qui a été publiée. L'archéologie tunisienne, les enjeux généalogiques, etc., 19e, 20e siècle. Je pense qu'on pourrait faire plus. Pourquoi pas un séminaire sur cette... Pourquoi on leur rend hommage? Parce que la plupart de ce que ces scientifiques ont décrit n'existe plus. Vous vous rendez compte? Les choses ont tellement changé que c'est un patrimoine. Personnellement, je n'ai pas trouvé de référence en Tunisie. Je devais aller en France, à Paris, à Aix, etc., pour consulter des publications qui remontent à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, des documents rares, hein, qui justement retracent et qui ont le mérite de conserver cette mémoire inestimable. Bon, donc pourquoi étudions ces nécropoles? Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Phéniciens ont débarqué, Puniques, etc. Ils se sont mêlés aux Libyques. Donc, l'architecture funéraire punique de Tunisie, c'est un amalgame très complexe de culture libyque, qu'on connaît peu, et de la culture punique, c'est-à-dire orientale. Donc, c'est un produit local. Bon. 2. On trouve de la céramique importée, céramique campanienne. Mon maître, M. Jean-Paul Morel, a étudié la question. Un tesson italien qui vient en Tunisie et qui voyage en Égypte et qui est imité. Alors là, ça aussi, ça prouve que à l'époque, la culture phénico-punique en Tunisie, à Mahdia, ne vivait pas en vase clos. Bon. Chose très importante aussi, on trouve des témoignages sur les croyances. Ici, une peinture, justement, enfin, des rapports des archéologues français qu'on a trouvé dans une tombe. Bien sûr, on n'a pas su la reconstituer. En quoi ces documents sont très importants? Parce que justement, la croyance, la religion, à la fois libyque et punique, n'a pas été correctement étudiée et a été étudiée de manière abusive. Personnellement, j'ai eu le mérite de découvrir, de pouvoir relire des documents, dont un que je vais vous montrer, un vase punique du 5e siècle dans une nécropole de Carthage où on trouve la Trinité, un témoignage sur la Trinité avant la chrétienté. Donc, Ève, Adam, Iblis, qui sont en train de cueillir le fruit du paradis, etc. Bon, et j'en passe. Ça aussi, c'est un chapitre dont on trouve des traces dans les nécropoles de Mahdia. Ici aussi, il y a un lieu nommé Kaf el-Blida. Voyage de l'âme, ça n'a rien à voir avec le voyage de l'âme, ça a été étudié par un scientifique. Donc c'est la barque de Noé, Noé qui est sur le devant de la barque, qui appelle son fils. On a un témoignage dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran. Il lui dit, viens, sauve-toi. Il lui dit que le fils dit, ah, je vais me monter à... Oui, bien sûr. Non, aujourd'hui c'est l'Apocalypse, sauve-toi. Et la preuve, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Témoignage unique, rare, et qui remet en cause ce que pensaient et comment vivaient les Libyques et les Puniques en Afrique du Nord. Remise en cause du paganisme, etc. Bon, je ne rentre pas dans ces... Bon, bref.
je suis en train de parler de l'intérêt de ces témoignages, aussi bien architecturaux que iconographiques, dont certains ont été signalés à Mahdia et qui ont disparu, et on n'en a que la trace scientifique, bibliographique. Donc, actuellement, il reste peu de ressources de pierre. Ici, je vous montre les bribes qui restent et une machine qui est en train, bien sûr, d'exploiter ce qui reste de ces conséquences. Ça nous laisse des crevasses géantes qu'on doit savoir valoriser. Ici, vous regardez, bon, une carrière quittée, abandonnée, les traces de coupe, etc. La repousse de l'herbe, pardon. Bon, regardez là. Là, c'est la nappe phréatique qui envahit les lieux. Ça devient un lieu de moustiques et de ceci. Le terme gourbi peut-être n'est pas, mais les gens y s'installent. Bon gré mal gré, ils bâtissent des choses, mais vraiment, c'est vraiment, ce n'est pas, comment dire, digne hein, de la valeur du patrimoine qu'on a. Bon, donc j'essaye ici, moi, de soulever cette question et de dire, allez, est-ce qu'on pourrait... Bon, il y a des expériences de valorisation qui ont été faites. Regardez là, c'est vraiment des paysages, limite vraiment de l'insalubrité un collègue m'a dit, là, tu vas un peu critiquer l'IMP. Moi, je ne critique ni l'IMP, ni le ministère de l'Extérieur. Je n'ai rien à... Moi, je suis un scientifique qui fait un constat le plus objectif possible, sans vouloir dire du mal de quiconque, et j'essaie de faire avancer la discussion. Ici, une valorisation meilleure, on en a mis du sable, comme il y avait de l'eau, on a mis une bonne couche de sable et de terre arable, on a planté des oliviers, quand même, c'est toujours une forme de valorisation plus... ici, un jardin d'enfants qui a été bâti dans cette crevasse, justement, vous voyez là le gradin, etc., les sous-sols, ils ont exploité les lieux en respectant la topographie de l'endroit. Ici aussi, un monsieur qui est en train de faire un café, un jardin, bon, il n'est pas très... c'est pas très esthétique. C'est pour dire que il y a déjà des expériences qui ont été faites. L'université de Montréal est venue, ils ont fait un travail. J'ai pas trop aimé. Pourquoi? Parce que c'est une dizaine d'urbanistes qui se sont réunis, qui ont réfléchi à la question. La science n'est pas la propriété ni de l'architecte, ni de l'archéologue. Il faut qu'on se réunisse, chacun avec son regard, chacun avec son point de vue, chacun avec son apport, hein, et d'où le terme pluridisciplinarité. Bon. Voilà. Bon. Donc, j'ai été rapide, puisque le concept ici, c'est un concept d'atelier, pour laisser l'occasion au débat. J'ai essayé de vous montrer pourquoi Mahdia, pourquoi la nécropole de Mahdia, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, si on essaie de voir les choses autrement, et surtout, si on se réunit chacun avec son apport. J'espère que j'ai été assez clair, pertinent, et je vous remercie. Merci beaucoup.